Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en ces moments devant vos postes récepteurs téléviseurs pour suivre ce magazine spécial Fiscalité et Développement consacré à l'administration fiscale congolaise. Ce soir, nous allons vous parler de performances observées au sein de l'administration fiscale sous le leadership de Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est le directeur général. Mais d'entrée des jeux, laissez-moi d'abord vous présenter nos vœux le meilleur pour l'année 2025 qui commence. Santé, prospérité, longévité à chacun de vous, que toutes vos affaires marchent telles que vous le voulez. Ceci dit, nous avons deux invités de marque sur ce plateau. Nous avons à ma droite M. Léopold Msamba Mutimala Fundi. Il est le vice-président de la délégation syndicale de la Direction générale des impôts. Nous avons également Mme Lili Bilonda Mukuta, qui est chef des divisions statistiques et budget des recettes. Nos deux invités vont décortiquer avec nous la thématique dont je venais de vous donner la quintessence, parce qu'il y a des choses qui se font à la Direction générale des impôts. Au jour d'aujourd'hui, l'administration fiscale est considérée comme la première pourvoyeuse des recettes publiques en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Lili. Bonjour Monsieur Gérard. Comment vous allez? Je vais très bien. Les recettes se comportent bien à la Direction générale? Se comportent très bien. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Est-ce que la paix sociale règne à l'administration fiscale? Très bien. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions un peu jeter un regard rétrospectif sur ce qu'a été la DGC, puis devenue la Direction générale des impôts, l'évolution chronologique des recettes au sein de l'administration fiscale, pour que nous puissions comprendre comment la courbe de recettes a évolué pendant toutes ces années. Suivez. C'est par l'ordonnance numéro 88-039 du 10 mars 1988 que la Direction générale des contributions DGC était créée comme un service public doté d'une autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité directe du ministre ayant les finances publiques dans ses attributions. Depuis sa création, la DGC était régie par un règlement d'administration propre pris conformément au statut de la fonction publique et d'une allocation budgétaire correspondant à une quantité de recettes assignées avec comme mission principale renflouer les trésors publics pour donner à l'État les moyens de sa politique. C'est en 2003 que la Direction générale des contributions DGC a changé de nom pour devenir Direction générale des impôts DGI. Et c'est à travers le décret numéro 017/2003 du 2 mars 2003 portant création de la Direction générale des impôts en remplacement de la Direction générale des contributions, tout en gardant son autonomie administrative et financière au sein du ministère des Finances. Cette réforme structurelle était intervenue à la suite du diagnostic du système fiscal congolais posé par une mission du Fonds monétaire international FMI qui avait relevé certains dysfonctionnements. L'édit décret fut modifié et complété en 2004, en 2011 puis en 2022, mettant ainsi sur pied une restructuration en profondeur de tous les services de l'administration fiscale congolaise. L'évolution des courbes, bleu pour les prévisions et orange pour les réalisations, démontre que partant de 2002 à 2019, la courbe des prévisions et celle des réalisations se confondent tantôt légèrement supérieure à l'autre et vice-versa. Cette situation illustre le fait que l'exécution des prévisions au titre des dites années n'était pas si satisfaisante que ça, mis à part les années 2004 à 2008 où la DGI avait successivement enregistré des performances relativement faibles. Cependant, partant de 2020 à ce jour, la courbe des réalisations s'est visiblement séparée de celle des prévisions, alors que cette dernière est allée tout de même croissante de manière exponentielle. Et c'est malgré qu'elle ait été une année difficile par rapport à la crise sanitaire et aux autres événements. Les tableaux et les graphiques illustratifs de 2020 martèlent sur l'aspect d'un effort déterminant qui a caractérisé cette année.
L'amorce de l'année 2020 a été sensiblement secouée par la crise sanitaire de Covid-19. Ainsi, l'on peut observer sur les graphiques que la courbe des prévisions n'a pas vraiment été dominée par celle des réalisations au premier semestre, alors qu'à partir du mois de juillet, sous une gestion fiscale dynamique et efficace, les recettes ont débuté une ascension nettement visible par rapport aux prévisions et ont gardé cette allure jusqu'au mois de décembre 2020, permettant une exécution de 117,07%. Mais que s'est-il passé au juste à la DGI pour aboutir à ce résultat élogieux? Dès sa prise de fonction en qualité de directeur général des impôts DGI, le 16 juin 2020, Barnabé Mwakadi Mwamba s'était mis immédiatement au travail. Étant fils maison, cet ancien chef de bureau de l'administration fiscale congolaise a peaufiné de nouvelles stratégies ayant pour socle principal la conscientisation de l'agent du fisc pour relever les défis de maximisation des recettes fiscales. Les résultats ne tardent pas à venir. La mobilisation mensuelle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée TVA passe de 75 milliards de francs congolais à 125 milliards de francs congolais par mois. C'est déjà le commencement de ce qu'on va qualifier plus tard de miracle fiscal. La mise sur pied d'une machine communicationnelle professionnelle soutenue par des réformes fiscales innovantes, à l'instar de l'implémentation de la chaîne de la recette publique par le gouvernement central, va contribuer positivement à l'accroissement des recettes de l'État. De janvier à décembre 2020, sur les prévisions de 3 122,4 milliards de francs congolais, la DGI va mobiliser 3 655,4 milliards de francs congolais, crevant ainsi aisément les plafonds des assignations. En avril 2021, le miracle fiscal se consolide. Pour la première fois de son histoire, la DGI mobilise 1100 milliards de francs congolais par mois, soit 550 millions de dollars durant cette grande échéance fiscale. Sur les prévisions fixées à 5 775,2 milliards de francs congolais, l'administration fiscale congolaise a pu mobiliser les recettes de 6 375,9 milliards de francs congolais. En 2022, le miracle fiscal s'opère de nouveau. Sur les prévisions annuelles de l'ordre de 7 254,9 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts a réalisé les recettes de 11 470,7 milliards de francs congolais. Le gouvernement congolais assigne à la Direction générale des impôts DGI en 2023 13 586,9 milliards de francs congolais et les recettes réalisées sont de l'ordre de 11 724,8 milliards de francs congolais. En 2024, sur les assignations annuelles de 14 016 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts DGI a mobilisé 15 113 milliards de francs congolais, soit 108% de taux de réalisation. Comme qui dirait, l'expertise et le savoir-faire de la haute direction de la DGI, dirigée de main de maître par Barnabé Mwakadi Mwamba, convainc tout le monde. Il sied de rappeler que la vision de Barnabé Mwakadi Mwamba se base sur 3 axes prioritaires. D'abord, la révalorisation de l'agent du fisc. Ensuite, l'instauration d'un climat de confiance avec l'ensemble des contribuables. Enfin, l'orientation de toutes les actions fiscales vers l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous venons de constater que les recettes ont évolué crescendo, évolué en augmentant, surtout à partir de 2020. Cette année correspond avec l'arrivée à la tête de l'administration fiscale, de l'administration, de la haute direction qui dirige de main de maître Barnabé Mwakadi Mwamba. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette rupture, qu'on arrive à ces changements? Merci beaucoup, Monsieur Jérôme, pour la parole. L'accroissement de recettes avec l'arrivée du directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba a été marqué par plusieurs actions. Et si je me donne l'exercice de les énumérer toutes ici, nous n'aurons pas le temps de finir cette émission. C'est ainsi que je vais fournir un effort de les résumer, bien que ce soit un effort difficile, mais je vais fournir quand même cet effort afin de pouvoir
détailler et résumer les actions que le directeur général des impôts a menées depuis son arrivée à la tête de la DGI jusqu'à ce jour. L'arrivée du directeur général des impôts à la tête de la DGI coïncidait avec la pandémie de la Covid-2019. Et nous comprenons tous que c'était une année vraiment très difficile. Et puis, il y avait plusieurs mesures qui étaient prises par le gouvernement, notamment celles relatives au confinement, qui avaient réduit le mouvement de personnes et de biens. Et sur le plan fiscal, il y avait la suspension de la retenue de l'IPER des fonctionnaires et agents publics. Il y avait également la suspension de missions de contrôle. En dépit de toutes ces mesures qui ont été prises, le directeur général des impôts a su marquer l'efficacité de son action managériale par le suivi rapproché des contribuables. Et cela nous a permis à recouvrer pour la première fois l'impôt spécial sur la plus-value de cession de parts et actions sociales. Pourtant, cet impôt a déjà été institué depuis 2018 avec la révision du code minier. Mais c'était pour la première fois avec l'arrivée... Mais ce n'était pas implémenté. Ce n'était pas implémenté. L'arrivée du directeur général des impôts a permis à ce que nous puissions recouvrer cet impôt. Et ce paiement est intervenu vers la fin de l'année. En plus de ça, toujours en 2020, le directeur général des impôts a su maintenir la dynamique de résistance aux effets de la Covid parce que avec la réduction de mouvements de personnes et des biens, les contribuables n'avaient pas la possibilité d'accéder à la commune de Gombe. Or, nous savons C'était d'ailleurs confiné. Exactement. Or, nous savons que plusieurs entreprises sont installées dans la commune de la Gombe. À cet effet, la DGI a pu installer au niveau de la 7e rue du siège de la direction urbaine des impôts de Kinshasa, un guichet rapproché qui permettait à ce que le contribuable qui n'avait pas la possibilité d'accéder à la commune de Gombe de souscrire aisément. Mais il y avait aussi la télédéclaration, madame. Exactement. J'allais en arriver. Par rapport à la télédéclaration, telle que vous l'avez dit, nous avons pu mettre à la disposition des contribuables des déclarations électroniques. C'est là déjà nous préparer à la télédéclaration parce qu'à ce jour, on a déjà pu étendre ou généraliser la télédéclaration au niveau des entreprises gérées par la direction de grandes entreprises. Mais non, les actions ne se sont pas limitées là. Elles se sont poursuivies. En 2021, avec l'efficacité de la gestion managériale du directeur général des impôts et des gestions avec une surveillance plus accentuée, on a pu obtenir le dénouement du contentieux Glencore. Cela a contribué sensiblement à la mobilisation des recettes. Mais on ne s'est pas limité là. Toujours avec cette surveillance un peu plus rapprochée, nous avons pu capter les paiements de l'impôt spécial sur le profit excédentaire d'une valeur de 867 milliards. Wow. Avec Glencore, c'était combien? Avec Glencore, parce que tout impôt confondu, ça nous donnait à peu près 700 milliards. 700 milliards de francs congolais. Alors vous allez remarquer que depuis l'instauration de cet impôt, dont le code révisé, les codes miniers révisés, le premier paiement, nous l'avions capté bien sûr en 2019, mais il ne s'élevait qu'à 23 milliards. Et ce n'était que 2 entreprises qui avaient payé. Par contre, avec le suivi rapproché des contribuables, il y a eu un grand nombre qui ont souscrit des déclarations. C'est ce qui a fait que nous puissions atteindre les chiffres de 867 milliards. Mais on sent là qu'il y avait vraiment un effort des services très conséquent. Qu'en est-il alors de la TVA, madame? Parce que j'ai vu dans la courbe de recettes que vous êtes parti de 75 milliards à plus de 250 milliards. Lorsque le DG a pris le pouvoir, la contribution de la TVA dans les recettes globales n'était pas vraiment très significative. Et le paiement mensuel des TVA était à moins de 100 milliards. Or, la TVA a déjà été instaurée depuis 2012. Donc, pendant 8 ans, de 2012
À 2020, la contribution moyenne mensuelle ne s'élevait qu'à moins de 100 milliards. Mais avec l'arrivée du DG, déjà en 2020, nous avons pu atteindre 100 milliards et nous sommes passés de 100 milliards à 150 milliards en 2021, juste une année après, soit une augmentation de 50 milliards de réalisation mensuelle moyenne. Et à ce jour, à fin 2024, nous avons déjà pu atteindre 300 milliards de francs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, madame, je voudrais quand même comprendre, quel est l'apport des réformes dans tout ce que vous dites là? Parce que on constate que vous avez les mêmes effectifs du personnel, vous avez presque la même assiette, et c'est seulement l'effort des services. Quelle est la stratégie qui a été utilisée pour que vous puissiez avoir de bons aussi conséquents? Les réformes mises en place étaient très nombreuses pendant toute la période du mandat du DG, mais s'il faut que je puisse épingler quelques-unes, je vais prendre l'implémentation du logiciel Isis Régie. Ce logiciel a permis à ce que, en temps réel, nous puissions suivre les parcours du paiement de recettes des impôts, notamment pour ce qui concerne la DGI, les parcours des recettes des impôts à partir du paiement au niveau des banques commerciales jusqu'à leur comptabilisation au niveau de la Banque centrale du Congo. Mais là, j'insiste, sans intervention de l'agent du fisc. Je pense que nous n'allons pas énumérer de manière exhaustive tout ce que vous avez pu faire. Mais ce qui est vrai est qu'on a vu que la courbe a évolué. En tout cas, elle était toujours ascendante. Et je serais même tenté de dire que pour le moment, elle est presque debout. Dans la mesure où déjà en novembre, vous avez crévé le plafond des assignations, ce qui est une très bonne chose. Mais madame, les gens voudraient vous voir faire mieux, étant donné que vous vous occupez des statistiques, mais également du budget, des recettes. Mais l'opinion voudrait vous voir quand même mobiliser par exemple $1 milliard le mois. C'est possible, pour que vous puissiez nous donner au Trésor public les moyens de sa politique en mobilisant par exemple 12 milliards sur les 18 milliards et demi que nous avons comme budget. Et c'est possible? C'est possible. À quelles conditions? Il y a plusieurs conditions. Pourquoi? Parce que le potentiel y est. Oui. La capacité contributive est très importante. Elle est très importante. Nous avons vraiment le potentiel. Et nous sommes en train d'assister à la prolifération des entreprises, surtout de petite taille, parce que tout le monde est en train d'exercer les activités, mais il faudrait que nous puissions parvenir à une gestion numérique. Cela va permettre en sorte que nous puissions capter tous ceux qui sont en train d'exercer les activités susceptibles de... Pourquoi vous avez lancé la facture normalisée? La facture normalisée fait partie de toutes ces réformes que nous sommes en train de lancer pour pouvoir... Heureusement, c'est lié. Il y a la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux que nous appelons communément DEF. Très bien. Alors maintenant, nous allons parler du social. Parce que bon, c'est l'homme. Vous l'avez dit, le directeur général, pour réussir son pari, il a misé sur l'homme. Et ce qui est vrai dans la mesure où on n'a pas augmenté le nombre des cadres et agents à la DGI, le cadre organique n'a même pas changé jusqu'au moment où il est arrivé aux affaires, mais ce sont les chiffres à l'arrivée, c'est-à-dire vous avez créé les plafonds des assignations. Mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même qu'on voie cet élément en rapport avec ce qu'on peut appeler la caisse de solidarité. Apparemment, vous avez beaucoup d'argent, vous les syndicalistes. Plus de 14 millions de dollars que vous avez déjà mobilisés. Suivons un peu ce qui s'est passé à l'hôtel Béatrice à ce sujet. 183 agents de la Direction générale des impôts DGI, dont 3 fonctionnaires, 40 cadres supérieurs, 117 agents de collaboration, 22 agents d'exécution et un huissier, ont reçu des allocations complémentaires uniques destinées essentiellement aux retraités de 2017, aux ayants droit des agents décédés et ceux élagués du fichier de paye à partir du mois de juin 2024. Ces allocations complémentaires uniques proviennent de la Caisse de solidarité des agents de la DGI.
Cette initiative louable, prise en décembre 2022 par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, de créer la caisse de solidarité des agents de la DGI, consiste à renforcer la capacité financière de l'agent du fisc pour son auto-prise en charge pendant ses premiers jours des cessations définitives de services rendus à la nation congolaise. Cette caisse est alimentée par la cotisation mensuelle et individuelle des agents des impôts d'une part et celle de la direction générale d'autre part, comme qui dirait l'actif cotise pour le passif. Le début de l'effectivité de ces allocations complémentaires des fins de carrière des cadres et agents de la DGI a eu lieu ce lundi 30 décembre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe. D'aucuns se poseraient la question de savoir les raisons de création de cette caisse, alors que l'agent de la DGI, en sa qualité d'agent public de l'État, a droit à une allocation de fin de carrière accordée par le ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. En réponse à cette question, il y a lieu de noter que la caisse de solidarité prévoit une allocation complémentaire de fin de carrière, c'est-à-dire une allocation accordée en sus de celle octroyée par le ministère susvisé, et ce, en vue de renforcer la capacité financière de l'agent des impôts pour son auto-prise en charge pendant ses premiers jours de cessation définitive des services. Ces jours, il s'est de noter que la Caisse de solidarité des agents de la Direction générale des impôts, qui n'a reçu ses premières cotisations qu'au mois de mai 2023, enregistre actuellement dans ses comptes le montant total de 14 500 000 $. Ces fonds disponibles justifient la tenue de la présente cérémonie consacrée à la mise à disposition de l'allocation complémentaire des faits de carrière aux agents retraités de 2017 et à ceux décédés élagués du fichier de la paie au mois de juin 2023. Le directeur général de l'administration fiscale congolaise, Barnabé Mwakadi Mwamba, étant lui-même un ancien syndicaliste, a expliqué que c'est pour la première fois dans l'histoire de la DGI qu'il existe une caisse de solidarité pour assister les agents. D'autant plus que la mise à la retraite était ressentie par les fonctionnaires de la DGI comme une punition, d'où il fallait y remédier. Il a été constaté qu'un agent des impôts, ayant travaillé pendant 35 ans de service, ayant rendu des services loyaux au gouvernement, mais la retraite était considérée comme une punition. Nous nous sommes dit que ce n'est pas faisable. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, il y a même un agent qui sollicite bien avant sa retraite. Mais chez nous, la retraite est considérée comme étant une punition. Nous avons pensé avec la direction syndicale pour que nous faisions aussi comme les autres. Et aujourd'hui, la chose se réalise. Je suis très content de ça. Il convient de souligner que la cérémonie de séjour ne coupe pas les cordons ombilicaux entre la Direction générale des impôts et ses cadres agents retraités. En effet, l'administration fiscale continuera à assurer la prise en charge des soins médicaux des retraités conformément aux instructions en la matière. Pour cette première expérience, Barnabé Mwakadi Mwamba a soulevé par exemple le fait qu'un agent qui arrive à la fin de sa carrière après 35 ans de loyaux services rendus à la nation peut toucher jusqu'à 300 000 $ américains comme allocation complémentaire à la caisse de solidarité des agents de la DGI. C'est ici le lieu pour moi de remercier très sincèrement tous les cadres et agents de la Direction générale des impôts de l'intérêt qu'ils attachent à la caisse de solidarité et des efforts consentis pour son financement. Il est vrai, d'ailleurs nous, bientôt c'est la retraite aussi, mais ceux qui viennent d'être engagés, ils sont en tout cas le plus heureux. Parce que faisant les calculs, je ne sais pas s'ils sont ici, en faisant les calculs, après 35 ans de service,
nos jeunes gens-là vont sortir, si c'est moins, c'est 250 000 $. Même plus, les programmes ont plus ou moins 300 000 $. Donc il y aura les autres qui vont commencer à demander une retraite prématurée. Donc il fallait qu'on arrive à cela. Hein? Donc en tant qu'agent des impôts, on ne pouvait pas connaître une retraite comme étant une punition, non. Donc ceux qui viennent d'être engagés sont vraiment le plus heureux. Mais même nous aussi, bien que nous soyons à la sortie, du moins, on va quand même profiter de quelque chose. Pour son efficacité avérée, au regard de performances sans cesse enregistrées dans la mobilisation des recettes, l'agent du fisc bénéficie d'une attention particulière et soutenue de la haute hiérarchie. Laquelle attention s'exprime notamment par le suivi, l'encadrement et la motivation. Et pour étayer cette affirmation, il y a lieu de citer à titre illustratif non seulement les diverses formations professionnelles organisées au pays comme à l'étranger en vue du renforcement des capacités, mais aussi la prise en charge médicale visant à garantir la bonne santé des cadres et agents de la DGI. Monsieur Léopold, dites-nous, d'où vous est venue cette idée-là? Parce qu'apparemment, c'est un vieux projet à la Direction Générale des Impôts. L'argent appelle l'argent. Avant Barnabé Mouakadi Mwamba, ces projets étaient là. Mais il n'a jamais été implémenté. Vous avez 14 millions $. C'est beaucoup, non? Oui. Comment vous en êtes arrivé là? C'est très intéressant comme question, M. Jérôme. C'est très intéressant parce que nous avons pris la commande de la délégation syndicale en 2010. À l'issue d'une grève prolongée qui a été généralisée dans toutes les 3 régies. Et nous avons pris la commande de la délégation syndicale en 2010. C'est à l'issue d'une grève. À l'issue d'une grève, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de la DG. Oui, nous savons. C'est concerne nous, la rémunération. Toutes les tensions sociales, on les filmait. Oui. Vous savez très bien que nous sommes rémunérés, le système de rémunération par la rétrocession. Oui, 5%. Le gouvernement nous rétrocède les 5%. Oui. C'est ce que nous mobilisons. Et sur les 5%, il y a une part qui revient à l'administration fiscale, comme frais de fonctionnement, et il y a une part aussi qui revient au cadre de l'argent de la DGI, comme la rubrique de la rémunération. Et lorsque nous avons pris la commande de la délégation, nous nous sommes posé la question, nous en tant que partenaires social de la haute direction, notamment du directeur général des impôts, parce que il y a l'interface du ministère qui est conduite par les permanents syndicaux, qu'on appelle les intersyndicats. C'est eux qui rencontrent, avec eux, nous rencontrons les ministres, mais au sein de la DGI, nous sommes les partenaires sociaux des directeurs généraux des impôts. C'est à ce titre que nous sommes dit, sur base de ce qui était passé, un passé qui était tumultueux, on s'est dit que nous mettons en place, tel que dit le contenu du fonctionnement des syndicats, le dialogue permanent avec l'employé. Et le dialogue permanent est assis sur des négociations collectives, des négociations individuelles. Je peux peut-être vous parler des négociations collectives. Les négociations collectives, c'est ce qui concerne tout ce qui est problème, les problèmes qui sont liés à la vie des fonctionnaires, de l'agent des impôts. Et là-dedans, vous trouvez la rémunération et les conditions sociales. Les conditions sociales, vous avez la santé, tout ce qui est lié à la santé de l'agent. Vous avez les conditions sociales, notamment quand l'agent il est décédé. Là aussi, nous devons négocier tous ces problèmes. À côté de ça, il y a des revendications individuelles. Chaque agent peut avoir un problème particulier. La promotion des grades, par exemple. La promotion des grades. Et je vais en parler aussi parmi les acquis. Donc, en prenant la commande de la délégation syndicale, nous avons trouvé, il y avait les arriérés qui n'étaient pas, des rétrocessions qui ne sont pas payées de 6 mois.
Il y avait là-dedans, les rétrocessions, là, il faut parler, on fait allusion à la prime de la mobilisation. Et la prime de mobilisation, il y a un taux qu'on rétrocède, qu'on accorde aux agents. Ce taux, on l'a trouvé à 48%. Nous sommes dit, Vous l'avez fait remonter? on a quitté de 48 à 50, de 50 à 55. Aujourd'hui, nous sommes à 60 avec le DG Barnabé. Parce que ça fait longtemps qu'on était là, parce que avec notre politique de dialogue permanent, et ce dialogue nous a permis d'atteindre la part des agents à un taux de 60% aujourd'hui. Parce que vous avez posé la question par rapport à la caisse de solidarité, c'est un des acquis importants, d'autant plus que... Mais c'est innovant. Par le passé, on n'a jamais vécu. C'est depuis 2012 qu'il y a eu ce choses. protocole d'accord qui a été signé. Depuis 2012, et nous, on était là depuis 2010, on a songé comment est-ce qu'on a vu... Mais à ce sujet, il est évident que vous êtes aussi des fonctionnaires. Bien sûr. Donc, le Trésor public peut vous payer votre retraite, mais ce que vous faites comme cotisation, en ce qui concerne la caisse de solidarité, c'est une cotisation interne. À part. Tout à fait. Donc, et les DG nous parlent de 250 000, nous avons pensé 350 000 $. Donc, oui, vous allez devenir des millionnaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les agents et cadres de la DG, lorsqu'ils étaient retraités, ils traversaient... C'était une punition. Oui. Et ça, la caisse, là, c'est une grande passerelle entre de la carrière de l'agent public, de la DG. Mais il paraît que vous allez aboutir à la mutuelle. Vous voulez me faire tirer le verre du nez par rapport à tout ce qui est... Mais non, mais c'est intéressant dans la mesure où vous pouvez accéder à des prêts, vous pouvez avoir des conseillers qui vous permettent, parce que pendant la retraite, on n'a plus ses forces. J'ai dit d'abord comment est-ce que cette caisse fonctionne. Je vous explique. La caisse fonctionne sur base des cotisations des membres. Qui sont les membres? Tous les agents et cadres de la DG. Ils cotisent avec un taux bien connu. Et là-dedans, il y a aussi la quote-part patronale de la DG, c'est-à-dire que la DG aussi contribue pour que nous ayons une enveloppe si intéressante. Et nous avons un coefficient multiplicateur qu'on a mis en place. Ce coefficient nous permet d'augmenter davantage et de récupérer le pouvoir d'achat de ce qu'on va accorder aux membres. C'est qui est une bonne chose. Je sais que vous avez quand même fait beaucoup de choses. Dites-nous brièvement le bilan. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent, les agents du fisc qui nous suivent, aimeraient bien comprendre qu'est-ce que vous avez fait. Bien sûr qu'il y a la paix sociale, ça ne suffit pas. Les agents, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié sous votre mandat? Oui, mais nous allons parler du bilan, mais je vous dis sincèrement que si nous devons parler du bilan de tout ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, nous allons passer... Énumérez-nous de manière sommaire. D'une manière sommaire, je vais parler d'abord de la rémunération. Sur le plan de qui a augmenté. La rémunération a augmenté parce que les taux de la part qui revient aux agents, nous sommes à 60%. Et là-dedans, il faut retenir une chose. Et on a cherché à récupérer, à récupérer ce qu'on appelle l'équité. Et l'équité, cela veut dire quoi? On a joué avec la tension au sein de l'enveloppe qui revient aux agents. Et en tenant compte des cadres et agents qui travaillent à l'intérieur du pays. Tout à fait, c'est tout le monde touche de la même... vous vous intéressiez seulement à ceux qui travaillent à Kinshasa. Non. La DGI, tout agent, quel que soit l'endroit où il preste, il touche de la même façon par rapport à son grade, l'agent à Kinshasa comme en province. Et c'est comme ça que, au regard de ce que les agents touchaient, nous nous sommes dit que nous avons mis en évidence la tension. Oui, un autre la tension brisée. Rapidement, un autre acquis. Et ça, c'est par rapport à la prime de mobilisation. Là-dedans aussi, vous avez la prime du contentieux, qui est assise aussi, les pénalités recouvrées. Effectivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les agents du fisc peuvent devenir millionnaires. S'ils font des redressements et tout ça, ils peuvent être payés des millions de dollars. Oui, tout ça parce que ça, c'est une prime c'est une prime interne. Qui est assise. Même vous qui nous suivez, si vous constatez qu'il y a eu des tournements quelque part sous évaluation, vous avez de preuves, vous amenez à l'administration fiscale, vous pouvez bénéficier également de la prime du contentieux. Vous devenez aviseur. Oui, et on les appelle les aviseurs. Voilà. Les aviseurs peuvent être internes comme externes. Oui, très bien. Alors, ça c'est une prime incitative. Particulièrement la santé, parce que ça intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez supprimé la discrimination? Oh là là, là c'est une très bonne question, parce que la santé, auparavant, on n'était pas là,
il y avait une forte discrimination en matière de prise en charge médicale. Aujourd'hui, là, je peux vous confirmer. Si vous tombez malade, on vous évacue. Vous avez signé des contrats? Oui, on a signé des contrats, la prise en charge médicale à l'étranger comme ici à Kinshasa. Mais les agents tout agent qui tombe malade, si son cas nécessite l'évacuation, il est pris en charge totalement à un hôpital. Quel que soit son grade? Quel que soit son, des lycées. Et vous veillez sur ça? Nous veillons sur ça. Ce n'est pas que nous veillons. Le système est déjà mis en place. Les protocoles étaient signés entre nous et notre direction et on a obtenu ça. Il y a un contrat dûment signé avec un hôpital bien connu au Maroc, à Casablanca. En Inde aussi. En Inde aussi, avec l'hôpital Apollo. Et les hôpitaux quinois aussi, hein, je pense. À Kinshasa, nous avons Cinquantenaire, Kilingaliema. Et ce sont des hôpitaux là, à HJ. On ne chasse pas vos malades là-bas parce que vous n'en avez pas payé. Ah, les malades ne sont jamais parce que les créances, les appels de fonds, il y a ce qu'on appelle des provisions. Il y a des provisions qu'on accorde aussi quand l'agent est hospitalisé et doit subir une intervention délicate. Très bien. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur le bilan, Les bilans, il y en a beaucoup parce que je peux par exemple parler quand il y a un cas de décès aussi, et quand il y a des cas de décès, vous savez très bien que auparavant les agents n'étaient pas bien enterrés à la DGI. Aujourd'hui, nous avons des acquis qui permettent à ce que l'agent puisse être bien enterré avec une allocation. Donc, vous enterrez dignement l'agent et vous prévoyez une enveloppe de $5,000. Tout à fait. C'est là aussi les grades. Oui, je retiens aussi que, vous savez, les agents, on a cherché à valoriser les agents des impôts. Et aujourd'hui, là, quand ils prennent les vivres, quand on les raconte les vivres en numéraire, parce qu'on n'a pas voulu qu'ils soient tout le temps... Il y avait peut-être une mauvaise distribution, non? Oh oui, et bien sûr, pas une mauvaise distribution, et on réduisait la valeur d'un agent des impôts. Il devait attendre à longueur des journées avoir un sac comme ça. Et les frais scolaires, ça, ce sont des points négociés. Merci beaucoup. Et je sais très bien que il vous faudra encore beaucoup d'agents. Vous n'êtes pas si nombreux, vous n'êtes pas présents partout. On a reproché le fait qu'il y a des engagements massifs, alors que quand on regarde l'étendue du pays, vous devriez être à 10 000, vous êtes à 6 000. Parce qu'on se retrouve, la DGI doit être opérationnelle, est appelée à être opérationnelle dans tous les coins et recoins de la République démocratique. Partout où il y a les acteurs économiques. Très bien. C'est à ce titre que on définit et on projette, on fait ce qu'on a la gestion prévisionnelle de la gestion des ressources humaines et on voit que jusque-là, il y a encore un besoin si éminent par rapport à ça. Bon, l'impôt étant une chirurgie du portefeuille, on ne les paye jamais de gaieté des cœurs. Vous devez comprendre que peut-être pas aujourd'hui, même demain, l'administration fiscale, pour qu'elle puisse lever l'impôt, elle ne lève l'impôt qu'en vertu de la loi. Et surtout, il faut identifier, et pour identifier, il faut avoir suffisamment du personnel sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un autre challenge très important au niveau de la haute direction. Nous n'avons pas assez de temps, nous allons revenir sur les chiffres, madame. Ce que vous avez fait, c'est un parcours élogieux, dans la mesure où la courbe, comme nous l'avons dit, elle est ascendante. Mais je reviens sur ce qu'on appelle l'effort des services. Cet effort des services repose sur l'homme. Et l'homme, c'est vous, c'est lui. Est-ce qu'il y a un renforcement des capacités de manière permanente? Parce que d'un côté, on implémente les réformes, de l'autre, il faut quand même que l'homme qui est là puisse être mis à niveau pour s'arrimer et mettre sur la même longueur d'onde avec les performances, les réformes, afin de donner des performances. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui se passe dans ce sens, madame? Merci beaucoup, monsieur Jérôme, pour la parole. Tel que vous venez de le dire, le DG a fait du rendement du personnel son cheval de bataille. Ce qui fait que il est entré dans la dynamique de renforcement de capacité. Et vous allez remarquer que depuis que le DG est là, il y a beaucoup d'agents maintenant qui bénéficient des formations sur place et à l'étranger. Oui. Et vous allez voir dans le décret 017, par rapport à l'élément que vous venez de balancer tout à l'heure, le décret 017 fait en sorte que la formation
fasse partie des attributions d'un bureau au sein de la direction des ressources humaines. Mais depuis 2022, le décret 017 a été modifié et complété par les décrets 22/052. Ces décrets a restructuré les services par soit le maintien, la scission ou la création des autres entreprises, des autres directions. Ce qui fait en sorte que maintenant la formation fait partie d'une direction, partie intégrante d'une direction, pour montrer combien on donne de la valeur au renforcement des capacités du personnel. Bien bon, madame. On peut renforcer les capacités, mais si vous ne crevez pas le plafond des assignations comme vous venez de le faire en novembre déjà, et au jour d'aujourd'hui, vous avez vraiment, vous êtes au-delà. Le monde, l'opinion congolaise voudrait vous voir mobiliser $1 milliard le mois. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui doit être fait pour que vous puissiez aller au-delà? Parce que il y a... C'est tout le monde qui a le regard tourné vers la direction générale des impôts. Et vous qui êtes là-dedans, vous connaissez mieux que quiconque ce qu'il faut faire. Parce que vous pouvez faire les diagnostics, vous pouvez prescrire les médicaments pour soigner les cas que vous avez comme des petits problèmes, des petites anomalies ou maladies. Dites-nous concrètement, vous qui êtes dans l'assiette, parce que vous travaillez dans les recettes et le budget, qu'est-ce qui doit être fait? Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. Mis à part tout ce qui a été déjà dit avant, vraiment, il nous faut des réformes courageuses. Nous venons de le dire, nous avons le potentiel. Le potentiel fiscal y est. Mais il y a quand même un écart entre le potentiel et ce que nous mobilisons. Alors, si nous nous lançons dans la démarche de la gestion numérique, cela va nous permettre vraiment de capitaliser ou bien démobiliser encore davantage. Donc, c'est que nous mobilisons par année. Ce sont des minima. Ne vous en faites pas. C'est pas impossible que nous puissions les tripler, même le multiplier par 10 par rapport à nos efforts de mobilisation. Je prends un exemple. Nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés pour gérer les entreprises de petite taille. Souvent, nous assistons à des mouvements, à des disparitions au niveau du répertoire. Aujourd'hui, il est ici, demain, il a changé d'adresse, soit il a changé de nom. C'est difficile de les contribuables qui étaient déjà répertoriés, mais qui glissent dans l'informel. Exactement. Au lieu de monter dans l'informel. Exactement. C'est vrai, un volet est pris en charge dans le décret 22/052 que je viens d'évoquer, parce que j'ai dit la restructuration là a créé d'autres directions. Donc nous aurons la direction des entreprises de petite taille et des particuliers qui va gérer uniquement les entreprises de petite taille. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut bien le répertorier. C'est vrai, il y a des projets en cours parce que nous avons déjà amorcé des actions, mais il faut parvenir à les finaliser. Nous avons un projet en cours de la biométrisation des données des contribuables et personnes physiques. Si nous parvenons quand même à capter toutes ces personnes physiques, cela va permettre à ce que nous puissions accroître notre assiette. Pourquoi? Parce que avec la biométrisation, supposons qu'un contribuable change d'adresse, ou bien il était à Kinshasa, il part au Katanga. Avec la biométrisation, même s'il veut changer de nom, lorsqu'il viendra pour s'identifier, on comprendra que Mais c'est pourquoi vous délivrez l'identifiant fiscal unique. Exactement. Oui. Exactement. Donc, cela vraiment va permettre à ce que nous puissions booster le recette. Alors, nous allons revenir à vous. Monsieur Léopold, apparemment, chez vous, là-bas, il y a des beefsteaks, c'est tout le monde qui veut venir là-bas. Est-ce que l'instabilité peut concourir à la mobilisation des recettes ou bien la stabilité? Parce que la plupart des fois, vous évoquez bien sûr les succès que vous venez d'engranger, la paix sociale et tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous pouvez recommander auprès des autorités qui nous suivent, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement? Parce que nous avons comme l'impression que on met souvent la charrue devant le bœuf. On évoque les réformes, avant de les implémenter, on augmente déjà les assignations. Et ça crée un problème. Mais heureusement pour vous, jusque-là, vous arrivez quand même à crever les plafonds des assignations. De votre côté, côté syndicat, qu'est-ce que vous recommandez pour que
nous puissions atteindre les objectifs que nous venons d'énumérer ici, notamment la mobilisation d'$1 milliard le mois, pourquoi pas? Alors, ici, c'est une question d'implication. Il faudrait que les autorités nous accompagnent dans tout ce que nous avons toujours insisté, les conditions de vie de l'homme, donc des agents des impôts. Sans cela, on ne saura pas atteindre ça. Il faut aussi mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça, et surtout ça. Et lorsqu'on n'arrive pas à placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça cause problème. Et nous attendons, parce que Madame a parlé de cadre organique, et ce cadre organique nécessite une mise en place, c'est pour qu'il y ait des animateurs. Ça traîne encore, pourquoi? Et ça traînait, je pense qu'il y a par rapport à une congruence entre le directeur général et le ministère, ils parviendront à mettre en place cette mise en place, parce que ce sont des gens qui sont appelés à évoluer dans la congruence tout à fait totale. Et cette congruence doit nous amener la stabilité à partir du moment où nous avons des animateurs, parce que ces directions doivent être animées, ces nouvelles directions, parce que n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que rien qu'à l'administration centrale, il y a encore 4 nouvelles directions qu'on vient de mettre en place, et il y a des directions telles que Madame venait de dire, et ça allait, comme ça allait évoluer d'une manière progressive. L'administration centrale, la ville de Kinshasa, les provinces non démembrées, et l'installation de toutes ces directions-là. Parce que partout, il y a par exemple les centres d'impôts, et ça devient des directions de moyennes entreprises. Et toutes ces directions doivent être animées, et ça nécessite à ce qu'il y ait un placement, donc une mise en place, c'est tout à fait... Vous venez d'énumérer tout ce que vous avez pu poser comme acte, c'était un bilan élogieux. Mais venons-en une fois de plus sur la paix sociale. Vous pensez que vous avez pu planter les décors pour que même ceux qui viendront après vous vont consolider cette paix sociale? Parce que s'il y a un désordre au niveau de l'administration fiscale, eh bien, on ne sera pas mobilisé. Nous qui étions habitués à vous voir en grève aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a la paix sociale. Quelles sont les clés que vous allez céder à ceux qui vont venir vous remplacer? Parce que bien sûr que vous allez partir bientôt, pour qu'il y ait la paix sociale et qui va permettre à l'administration fiscale d'atteindre toutes ces assignations que nous sommes en train d'évoquer avec Madame. Oui, la mission syndicale, c'est une mission tout à fait délicate lorsqu'on n'arrive pas à bien s'y prendre. Mais quand on s'y prend, il n'y a qu'une seule approche qu'on doit mettre en place, c'est le dialogue permanent avec l'employé. Il faut dialoguer permanemment. Les cahiers de charges, les négociations collectives, tant individuelles, il faut dialoguer permanemment avec l'employé. Et c'est ce qui amène à ce qu'on se fait des concessions. Ce sont des concessions qui amènent la paix, et parce que les problèmes des agents, les conditions de vie des agents, parce que nous recherchons au finish le bien-être des travailleurs qui sont les agents de la DGI. En recherchant le bien-être, on est obligé de dialoguer à celui, les gestionnaires, celui qui gère au quotidien. Très bien, Madame. En guise de mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? 2025, c'est une année nouvelle. Donc, ça nous appelle à plus d'efforts. La loi des finances pour l'exercice 2025 a assigné le recette des impôts à hauteur de 16 548 milliards. Donc, ça demande à ce que... La barre est très haute, hein, madame. Exactement. Oubliant... C'est pas facile, hein. Exactement. Alors que les réformes battent de l'aile, hein. C'est ce que nous disions exactement. Oubliant Oui. les performances que nous avons déjà faites dans le passé. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir atteindre, voire dépasser ces prévisions, comme d'habitude. Mais d'autre part, nous appelons aussi les citoyens à plus de culture fiscale pour permettre à ce que nous puissions donner au gouvernement le moyen de faire sa politique. C'est ça votre vœu. Exactement. Président, vous avez un vœu à formuler? Oui, le vœu, en guise de mot de la fin? Oui, c'est-à-dire que j'aimerais à ce que les cadres et agents des impôts puissent adhérer au projet de la caisse de solidarité, parce que cette caisse-là, c'est une caisse parce que les syndicats comme mission aussi de faire quitter la précarité des agents dans ces conditions-là, à ce moment-là, que nous avons en perspective ce que nous envisageons de mettre en place, notamment les prêts dans cette caisse, parce que présentement, il y a les agents qui ont contacté des crédits dans des banques.
ça les fait vraiment souffrir parce qu'avec des taux exorbitants, les taux d'intérêt exorbitants, et c'est comme ça qu'on s'est dit, dans les perspectives d'avenir, que cette caisse de solidarité commence aussi à accorder des prêts. Et tel que vous avez dit, quand vous l'avez annoncé, des mutuelles, on arrivera à créer une mutuelle aussi. Et qui accordera des prêts. Non, la mutuelle aura à créer des infrastructures, des unités de production On aussi. m'a appris que vous voulez construire même un hôpital à vous. Oui, ce n'est pas impossible parce que cet hôpital, ça pourrait... Nous envisageons à ce que cet hôpital soit géré aussi, rien que par les retraités. Très bien. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est une grande passerelle que nous avons mis en place pour permettre à ce que nous gérons la carrière des recrutements, la carrière tout entière jusqu'à la retraite. À notre niveau, au niveau de la délégation syndicale, comme il y a autant d'acquis, de réalisations, on a estimé que nous devons mettre en place les dépliants aussi pour permettre à ce que les agents cadres soient suffisamment informés. Madame Lily, merci beaucoup. Monsieur Léopold, merci beaucoup. Mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons ici à la fin de cette émission. Vous avez compris que l'administration fiscale demeure la source intarissable des moyens de l'État. L'administration fiscale est la première pourvoyeuse des recettes publiques en République démocratique. Mais l'État doit veiller, doit protéger cette aux œufs d'or qui se trouve être l'administration, en accordant une certaine stabilité aux dirigeants, parce que l'instabilité peut nous amener à des situations qui peuvent faire dégringoler la courbe des recettes, et il faut nécessairement qu'on arrive à motiver suffisamment le personnel. Si les régies financières ont crevé les plafonds des assignations, c'est parce qu'elles ont mis l'homme au centre. Et l'administration fiscale, vous venez de le voir, le directeur général des impôts, avec ses deux adjoints, donc la haute direction de l'administration fiscale, a mis le paquet pour que les gens soient non seulement formés, c'est-à-dire il y a le renforcement des capacités, mais également on a mis l'homme au centre. Mais il y a quand même des recommandations à faire vis-à-vis du gouvernement central. L'argent appelle l'argent. Il y a des réformes qui battent de l'aile au niveau de l'administration fiscale qui ne nécessitent pas que l'administration fiscale puisse les financer, notamment l'identifiant fiscal unique. Ça coûte combien? 10 millions de dollars. Vous avez les caisses enregistreuses, c'est plus ou moins 15 millions de dollars. Le gouvernement central devra mettre la main à la poche, l'argent appelant l'argent, pour permettre à l'administration fiscale d'aller au-delà des recettes qu'elle est en train de mobiliser aujourd'hui. Mais du côté du Parlement, on a comme l'impression que c'est du copier-coller dans les recommandations. Chaque fin d'année, on a les mêmes recommandations, mais on augmente d'abord les assignations avant d'implémenter les réformes. Or, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut que les réformes précèdent, soient implémentées, et après, on peut augmenter les assignations et demander des comptes aux gestionnaires. Mais ici, on fait le contraire. Si jusque-là, ça marche, il est évident que peut-être dans les années à venir, ça peut ne pas marcher. Donc, il faut corriger cette façon de faire les choses. Et nous osons croire que la Direction générale des impôts en République démocratique du Congo, au regard de la grande capacité contributive, du génie créateur des cadres agents de la Direction générale des impôts, pourront, in fine, mobiliser 1 milliard de dollars par mois. Et quand on fait les calculs en une année, ils peuvent mobiliser 12 milliards, pourquoi pas 15 milliards. Et si la DGI, elle seule, mobilise déjà 12 milliards, on ajoute les réformes qui vont se faire au niveau de la douane, à la DGDA, la DGRAD, il y a de quoi rêver. On peut avoir un budget de 20 milliards, pourquoi pas, et aller au-delà. Portez-vous bien, santé de fer à tous, et à la prochaine, bye bye.